Tu te rappelles Ulysse 31? Non. Si je vous parle d'un dessin animé avec des vaisseaux spatiaux, des combats épiques au sabre laser, des belles musiques épiques et une mythologie dont tout le monde se souvient, vous pensez à quoi? Star Wars, The Clone Wars. Vous le faites exprès ou quoi? Et ne croyez pas ce que dit Al, hein? Il se souvient parfaitement d'Ulysse 31. Et vous aussi, vous vous en souvenez parfaitement. Je n'aurais même pas besoin de vous en parler. D'ailleurs, pourquoi je le fais? Eh bien, parce que si vous vous en souvenez parfaitement, c'est qu'il y a d'excellentes raisons qu'il faut citer en exemple. Et on ne dira jamais assez pourquoi cette série mérite qu'on s'en souvienne. Bon, d'accord, c'est surtout parce que j'en ai envie. Mais vous n'en auriez pas envie à ma place? Et puis c'est mon émission, j'y fais ce que je veux. Ulysse 31, pour les 2-3 du fond qui n'aura pas suivi, est un dessin animé franco-japonais des années 80 qui rassemble le meilleur du dessin animé français et du dessin animé japonais et qui est inspiré de ce célèbre poème épique d'Homère. Fallait la faire, vous m'en auriez voulu sinon. Nous assistons donc aux tribulations d'Ulysse, le héros au mille tours, qui tente de rentrer chez lui à bord de son vaisseau spatial. Oui, l'adaptation est très libre. Je pourrais vous résumer l'Odyssée, mais vous l'avez tous déjà lu. Et en version grecque ancienne, traduit vous-même à la lueur d'une chandelle en pleurant sur la beauté de la littérature grecque. Mais si, vous me regardez. Donc vos goûts en matière d'art sont d'une finesse absolue. Je devrais plutôt vous résumer le dessin animé. Mais en fait, je vais laisser le dessin animé le faire pour moi. Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Vivant, vous êtes vivant. Ce petit pré-générique était diffusé avant tous les épisodes. Ce qui était sympa parce que, comme les épisodes n'étaient pas forcément dans un ordre particulier, ça permettait à ceux qui débarquaient par hasard d'éventuellement s'y intéresser. Le petit problème, c'est que c'était diffusé avant tous les épisodes, y compris le premier qui raconte exactement ce qui se passe dans ce pré-générique. Mais on va pas chipoter sur ça parce que sinon la série est un sans faute. Le graphisme, l'ambiance, les personnages, la musique, l'histoire, tout est juste génial. Excellent. Commençons par le commencement. Générique s'il vous plaît. Ah oui. Tôt ou tard, il aurait fallu que je vous parle de ça. S'il y a un truc que je comprends pas avec Internet, c'est que moi, quand j'étais petite, le générique que je connaissais, c'était celui-là. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. Jamais entendu ce Ulysse de toute mon enfance et de toute mon adolescence. Et pourtant, ça a été rediffusé plein de fois. Et pour trouver le générique que je connais, c'est la croix et la bannière. Et c'est comme ça pour absolument toutes les séries de mes souvenirs. Si quelqu'un peut m'expliquer ce phénomène, je suis toute oui. Mais bon, passons. Le premier épisode sert de pilote à la série et plonge immédiatement dans l'ambiance. Apparemment, dans cet univers, les Grecs ont conquis tout l'espace connu. On nous présente par la suite le personnage principal, Ulysse 31. Ulysse 31. On l'appelle comme ça parce qu'il vit au 31e siècle. Ça n'a pas de sens.
Il devrait s'appeler comme ça parce qu'il est le 31e Ulysse du nom. Alors d'accord, ça saute une génération parce que entre, il y a un Télémaque. Mais, petit calcul. Ulysse Ier du nom devait vivre, on va dire, approximativement au 9e siècle avant Jésus-Christ. Soit il y a 40 siècles. À supposer qu'il y ait 2 Ulysses par siècle, il devrait s'appeler Ulysse 80. Et c'est pas une invention du générique, hein, on l'appelle comme ça dans la série. Ulysse 31, si tu veux revenir au 31e siècle, tu dois d'abord retrouver Ulysse, ton ancêtre, et l'aider à reprendre sa place parmi les siens. La série donc commence par un dialogue d'exposition qui nous permet de comprendre que notre Ulysse, ayant achevé sa mission à la base spatiale de Troie, doit rentrer chez lui, sinon sa femme doit le considérer comme disparu corps et bien et choisir un nouvel époux. Ouais, je suppose qu'envoyer un mail pour signaler qu'on est toujours vivant à une telle distance, c'est pas possible. Mais zou, c'est pas intéressant, allons fêter l'anniversaire du fils d'Ulysse, Télémaque, qui, pour une raison obscure, est parti avec lui au lieu de rester en sécurité avec sa mère sur Terre. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ce morceau de carte-mère qu'il a dans les cheveux. En fait, ça représente l'équivalent d'une branche de laurier. Tu pensais vraiment que mon aïeul avait la même gueule que moi? Mais je parle. Et j'allais nous faire manquer l'apparition du personnage principal de la série... Coucou, je suis la surprise. Bonjour, c'est Télémaque. Mais si, je vous assure. Bien sûr, vous vous dites petit, non, ça va être la mascotte de la série. Comme toutes les séries des années 80 se doivent d'en avoir une. Mais détrompez-vous, contrairement à la plupart des mascottes des autres séries, Nono a autant de rôles que n'importe quel personnage. Et la preuve que c'est lui le véritable héros, c'est que toutes les versions du générique le font intervenir. Et à la première personne, s'il vous plaît. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Ce qui est triste avec cette scène d'anniversaire, c'est que personne ne mange le gâteau au final. On est trop occupé à nous présenter en même temps tout l'équipage d'Ulysse, ceux qu'il appelle les compagnons. Pas la peine de s'attarder, on les verra assez souvent, mais on les entendra très peu parce que... Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Par chance pour eux, les scénaristes n'aiment pas le gaspillage de personnages, et en fait de rester inertes jusqu'au royaume d'Hadès, les compagnons se réveilleront occasionnellement, le temps d'un épisode, histoire de servir un peu avant que la série se finisse. Rassurez-vous, ça sera toujours justifié de manière très crédible. Comment cela est-il possible? C'est parce que Zotra s'approche de nous. Les planètes blanches ont toutes le pouvoir de guérir les Zotriens. Et voilà, le temps de s'attarder à faire de l'exposition, c'est l'heure du départ. Bye bye le gâteau d'anniversaire, tu avais l'air vraiment très bon, profites-en bien Priam. Une fois monté à bord de l'Odysseus, ouais, Ulysse a rien trouvé de mieux pour nommer son vaisseau que son propre nom en grec. Pas mégalo pour dessous le mec. On rencontre un autre des personnages principaux. Elle est puissante, elle est partout, elle a une voix sexy, un nom badass. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter l'intelligence artificielle de l'Odysseus, Shirka. Appel à tout l'équipage. Votre attention, s'il vous plaît. Contrairement aux Andromeda et autres idéas du genre, elle n'a pas de visage, pas d'interface précise, et on ne verra jamais d'elle qu'un peu de lumière sur le tableau de bord. C'était l'époque où on savait que mettre une intelligence artificielle dans un corps, ça lui fait perdre beaucoup de classe. Shirka, d'ailleurs, ça fait partie de ces noms dont, comme Eratos, je croyais qu'ils venaient de la mythologie, mais en fait non, ça a été inventé pour les besoins de la série. Après le départ de l'Odysseus, la série commence vraiment. Vous devinez pourquoi ? Eh oui, la musique. Au moment où la musique démarre, on sait qu'on est dans Ulysse 31. Accélération maximale. Nous quittons l'attraction troyenne. Peu importe ce qui va arriver ensuite, ça y est, on est dedans. Un petit coup de la version japonaise pour nous aider à prendre du recul ? Non, je suis pas méchante à ce point.
Soudain, une boule de lumière surgit de nulle part, traverse l'Odysseus de part en part et emmène Télémaque. Une question que je me suis toujours posée, c'est comment... Non, pas comment Télémaque traverse les parois de l'Odysseus. On s'en moque, c'est magique. Comment Nono fait pour ne pas être enlevé aussi? Ils étaient ensemble, que je sache. Bon, je sais, Nono c'est un robot, mais... Vous voulez que j'arrête de digresser et continuer à voir l'épisode? D'accord. Bon, donc voilà Télémaque emmené par Lumière Express dans les prisons des adorateurs du Cyclope, où il rencontre les deux derniers personnages principaux, la petite Thémis et son frère Noumaios, qui viennent de la planète Zotra, la planète blanche. Ses habitants sont bleus. Figé, les habitants de la planète blanche sont bleus parce que les habitants de la planète bleue sont blancs. Sauf qu'ils le sont pas tous. Non, aucune signification à chercher dans le fait que la petite gamine bleue porte le nom de la déesse grecque de la justice. Elle s'appelle Yumi dans la version originale. Vous m'en auriez voulu de pas relever. Et si jamais vous oubliez que ces deux-là sont frères et sœurs, rassurez-vous, Thémis se chargera de vous le rappeler constamment. Noumaios, mon frère. Oh, Noumaios, mon frère. Noumaios, c'est mon frère, il faut que je le sauve à tout prix. Au bout d'un moment, ça devient même assez perturbant. Cette petite fille a beau avoir tous les héros qui la soutiennent, elle trouvera toujours le moyen d'aller pleurnicher devant le corps inerte de son frangin. Et c'est même pas le pire, elle y tient tellement à son frangin que souvent elle ira se jeter dans le danger, quitte à voler un vaisseau pour essayer de le ressusciter. Cette fille devrait avoir l'espérance de vie d'une télévision dans DC Animated Universe, mais elle est protégée par l'idée foireuse numéro 8. Elle ne sera jamais blessée, ne tombera jamais malade, et c'est tout au plus si elle manque de mourir de froid dans l'épisode de Chronos. En fait, Thémis, c'est le Frodon du Lys 31. Ne suivez pas les lumières. Télémaque, Thémis et Noumaios sont prisonniers donc d'un groupe de cultistes qui vénèrent une créature de Poséidon, le Cyclope. Et là, attention, la scène qui suit est si classe que votre mâchoire risque d'être endommagée quand elle touchera le sol. Oh, toi, grand Cyclope, créature du dieu Poséidon, réveille-toi! Donne-nous la lumière de la vie! Heureusement, Ulysse et les compagnons arrivent à temps, juste avant que les autres ne soient sacrifiés au Cyclope. Mais Nono est là! En dépit de sa petite taille et de l'absence évidente d'armes dans sa carlingue, et du fait qu'il s'agit d'un jouet pour enfants, Ulysse a estimé qu'il serait utile de l'emmener et... Malgré ce que dit le pré-générique, C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope. C'est le petit robot qui crève l'œil du Cyclope. C'est lui qui sauve la situation ou qui la perd selon les points de vue. Mais en tout cas, toute l'histoire arrive à cause de lui. Et le pire, c'est qu'il se fait absolument pas réprimander pour ça. Ni féliciter d'ailleurs. On oublie complètement que c'est lui le responsable. Alors, je sais, des fois, on oublie de dire merci à la personne qui a sauvé votre fils d'une mort certaine. Mais c'est plus rare qu'on oublie qui a attiré sur vous les foudres de divinité toute puissante. Moi, à la place d'Ulysse, j'aurais peut-être oublié de dire merci, mais j'aurais certainement pas oublié de transformer ce petit enfoiré de robot en toilette en le faisant rester conscient.
Bon, j'exagère un peu, le générique dit aussi que c'était parce qu'il avait... sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos. Mais franchement, j'estime que les dieux auraient été plus indulgents si le Cyclope n'était pas mort. Arrêtez, c'est dangereux ce truc-là. Nono, dirige le radar vers l'œil du Cyclope. Oui, entendu, chef. Zeus, grand maître de l'Olympe, venge-nous de ces terriens. Montre-lui que nul n'a le droit de défier ta puissance. Ah! Donc, à partir de là... Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Bon, on le saura, ça fait 3 fois qu'on diffuse cet extrait. Les compagnons d'Ulysse tombent dans le coma. Un coma un peu particulier qui les font léviter et se ranger bien gentiment dans une salle de l'Odysseus qui apparemment a été prévue au cas où ce genre de choses se passerait. Le vaisseau est téléporté automatiquement dans l'univers de l'Olympe, dont on ne déterminera jamais s'il s'agit d'un univers parallèle ou d'une partie de l'infini cosmos que Shirka ne connaît pas. En tout cas, l'itinéraire de la Terre est effacé de la mémoire de Shirka. Ulysse, le chemin de la Terre est effacé de ma mémoire. L'Odysseus a pénétré dans un espace inconnu. L'idée, je pense, c'était de condamner Ulysse à chercher la porte de sortie de cet univers dans une affreuse solitude, dont le sentiment serait amplifié par la présence de ses compagnons inertes à ses côtés. Mais les dieux ont oublié un détail. Noumaïos n'est pas épargné, mais Thémis et Télémaque, qui étaient déjà dans le coma au moment où le phénomène se produit, échappent à la malédiction. On ne peut pas endormir des gens qui sont déjà endormis, c'est logique. Nono échappe à la malédiction aussi. Décidément, être un robot, ça sert à tout. S'ensuit une 50aine d'épisodes où Ulysse et Co vont errer d'aventure en aventure à la recherche de la porte de sortie de l'Olympe sans évidemment jamais le trouver. Le concept a tous les avantages. Déjà, on peut diffuser les épisodes dans n'importe quel ordre. D'accord, le début est au début et la fin est à la fin. Mais entre, pas besoin de se soucier de chronologie. L'histoire se terminera parce qu'Ulysse finira par trouver la porte de sortie de l'Olympe, le royaume d'Hadès. Et en attendant, il n'y a rien d'autre à faire que chercher. On peut tout au plus, de temps en temps, insérer un épisode qui confirme ou infirme qu'il est sur la bonne route. Mais comme dit BioWare, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et en effet, ce qui va faire Ulysse 31, c'est avant tout les figures diverses et variées qui seront rencontrées par nos héros durant les épisodes. Certains seront directement inspirés de l'Odyssée, d'autres du reste de la mythologie, et d'autres encore seront simplement des références à tout et n'importe quoi. Mais le schéma sera en général le même. Nos héros découvrent une nouvelle planète, doivent l'explorer pour une raison scénaristique, découvrent une nouvelle situation, le problème posé par elle, résolvent ce problème ou pas, et repartent à la recherche du royaume d'Hadès, parce que c'est pas tout ça, ils veulent retrouver la Terre, eux. Chaque épisode a sa propre ambiance, son propre univers. Par conséquent, chaque scénario d'épisode est une histoire autonome, bien construite, avec de bons personnages, un bon rythme, et parfois, si vous êtes sage, quelques moments bien what the fuck. Ce sont ces personnages épisodiques qui toucheront, feront pitié ou évolueront au cours de l'épisode. Nos héros, eux, n'évoluent pas. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent comment l'obtenir, c'est-à-dire en cherchant, et ils n'ont aucune raison d'évoluer. Ulysse, contrairement à son ancêtre, est d'une morale irréprochable. Et s'il a tout autant de ressources, il ne mentira pas, ne pillera pas, ne trompera pas sa femme, même si une fois on le verra quand même sacrément tenté. Tout ce qu'il fera, il le fera loyalement. Télémaque, lui, protégera Thémis, soutiendra son père, rassurera Nono. En fait, il participera plus ou moins consciemment au maintien du moral de l'équipage. Télémaque, donc, c'est Robin. En moins acrobate, moins guéluron, moins vert et rouge. Mais bon, c'est Robin quand même. S'il n'était pas là, son père aurait sans doute craqué et fait sauter l'Odysseus depuis bien longtemps. Mais le fait d'avoir son fils avec lui permet de garder un semblant de normalité en jouant son rôle de père.
Thémis, à la rigueur, devrait évoluer, puisqu'elle ne connaît ni Ulysse, ni Télémaque au début de la série, mais finit par les traiter comme son père et son deuxième frère. Ce qui rend la série tragique, parce qu'on sait très bien qu'une fois sorti de l'Olympe, l'Odysseus va juste larguer Thémis et Noumaïos sur Zotra avant de rentrer sur Terre, et que j'ai de sérieux doutes sur le nombre de cartes postales qui pourront s'envoyer ensuite. Je me souviens de la première fois où j'ai vu le dernier épisode. À quoi, je spoilie pas. Les dieux ont promis que la malédiction serait levée si Ulysse sortait de l'Olympe. Et devinez quoi, c'est exactement ce qui se passe à la fin. La série se termine comme prévu et c'est tout ce qu'on attend d'elle. Bref, la première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai attendu désespérément le moment où Télémaque et Thémis allaient parler de leur prochaine séparation et où Ulysse allait les rassurer en leur proposant des moyens de rester en contact. Mais non, ça se passe pas. L'Odysseus sort de l'Olympe, tout le monde est content, fin de l'épisode. Le problème de la séparation n'est jamais abordé et reste entier. Et si je faisais une pétition pour demander une saison 5 d'Ulysse 31 ? C'était une blague. J'espère qu'il n'y a personne parmi vous qui a trouvé cette perspective tentante. Ulysse 31, c'est un monument. On n'y touche pas. On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Et ça mérite qu'on s'en souvienne.